Où en est le continent concernant l'évolution du coronavirus? Comment se soigner? Comment enrayer le développement de la pandémie en Afrique? Docteur Marc Gastelu-Etchegueri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, directeur adjoint de l'ONG Épicentre. Oui. Alors, on a plusieurs questions de téléspectateurs auxquelles on vous demandera de répondre, de nous apporter un éclairage. Mais peut-être d'abord une question générale. Chaque soir ici, on donne les chiffres du coronavirus. Est-ce qu'on sait maintenant si l'Afrique a atteint son pic? C'est quelque chose de très difficile à dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Afrique nous a surpris et beaucoup de prévisions ou de prédictions, je devrais dire, se sont avérées fausses. On avait prévu un déferlement, une explosion. Et en fait, l'Afrique a été touchée, mais de manière inférieure à ce que l'on avait craint. Alors, ceci étant dit, attention. Quand on dit l'Afrique, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une hétérogénéité qui est importante. La situation, si on la compare en Afrique du Sud, où il y a beaucoup de cas, au Nigeria, en Algérie, vous l'avez dit. L'Afrique du Sud. Exactement. Le Nigeria, l'Égypte. Deuxième pays touché. Exactement. Il y a beaucoup de pays qui sont quand même assez fortement touchés. Et à côté de ça, on a des pays comme l'Ouganda, par exemple, qui sont peu touchés. Donc il y a une grande hétérogénéité. On sait à quoi c'est dû ? Non. Alors, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ce que l'on voit quand même, c'est que les milieux urbains sont particulièrement touchés. Le Cap, Lagos, etc. Et là, on a une première hypothèse, évidemment, ce qui est assez logique, puisque c'est un virus qui se transmet par la respiration. Donc, les concentrations, la densité en population est sans doute un facteur déterminant. Ensuite, on a d'autres idées, évidemment. Peut-être les transports publics, par exemple, pourraient être dangereux. Une certaine vie. En fait, partout où il y a des contacts rapprochés, finalement, c'est là où il y a des facteurs de risque plus élevés. On va peut-être prendre une première question de téléspectateur. Question de Benjamin Ratsim-Bazaf à Madagascar. Est-ce que le coronavirus est moins présent dans les pays chauds? Alors, c'est une hypothèse qui a été développée pendant un bon moment et je pense que le Brésil a démontré qu'elle était erronée. Le Brésil est un pays chaud et il y a quand même une explosion en nombre de cas qui est importante. Alors, question très précise, souvent sur le continent africain, il y a alternance entre des saisons sèches, où il fait un peu plus frais, et des saisons des pluies, où il fait un peu plus chaud. Est-ce qu'on observe, par exemple, une propagation du virus différente dans les deux saisons ? Écoutez, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, parce que quand même, le coronavirus a quelques mois, pas plus. Donc, il sera difficile de voir s'il suit un cycle saisonnier ou pas. Peut-être plus tard, une fois que le virus sera accoutumé à l'homme. C'est possible. Mais pour l'instant, ça reste une des questions pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse. On va prendre une autre question, puisqu'il y a beaucoup de croyances sur le coronavirus. Donc, croyances concernant la transmission de la maladie. Question posée par Aimé Razafiarsou. Les enfants peuvent-ils attraper le coronavirus? Alors oui, les enfants peuvent attraper le coronavirus, mais on sait que les formes chez les enfants sont moins graves que chez les adultes. En fait, les formes les plus graves s'observent chez les personnes qui sont âgées et qui ont très souvent des maladies comme le diabète, l'hypertension, des insuffisances respiratoires. Est-ce qu'il y a des symptômes différents quand la maladie touche les enfants? Eh bien, il y a justement peu de symptômes. Très peu de symptômes qui sont évocateurs, en tout cas. Bon, certains se demandent en tout cas s'il y a des populations qui seraient plus ou moins sensibles à la maladie. On va prendre une autre question, toujours à Madagascar. Est-ce vrai que les fumeurs ont moins de chances de contracter le virus que les non-fumeurs? Alors c'est une hypothèse qui a eu lieu, elle aussi. On a pensé que la nicotine pouvait être un facteur protecteur. On en est un peu revenu actuellement. Il n'y a aucune preuve comme quoi c'est réellement protecteur. Il y a aussi des questions qui nous ont été posées sur la transmission par les animaux domestiques, les zébus, les chats, les chiens, des animaux sauvages aussi peut-être. Alors c'est toujours très difficile de dire oui ou non dans ce type de situation parce qu'on ne l'a pas bien testé, on manque d'évidence. Ça semble peu probable, mais pour l'instant, on va en rester là. C'est-à-dire qu'en clair, on n'a pas vu de fort taux de transmission à partir d'animaux chez les humains. Pas pour l'instant. D'accord. On a beaucoup parlé des traitements, sachant qu'il y en avait peu finalement des traitements. Est-ce qu'on sait maintenant s'il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres? Non, on a quelques traitements qui améliorent peut-être un peu les choses et qui permettent de raccourcir les durées d'hospitalisation, etc. Mais leurs gains sont très faibles. Lesquels? Le remdesivir, par exemple. Mais c'est tout.
Et sur les autres, pour l'instant, on n'a aucune évidence comme quoi ils sont efficaces. Enfin, je pense par exemple à l'hydroxychloroquine. Peut-être si on l'utilisait très très tôt, ça, il reste encore des essais cliniques qui sont en cours. Malheureusement, on n'a aucune piste pour l'instant qui soit vraiment sérieuse, alors que beaucoup de choses ont été testées. Donc quand on est atteint du coronavirus, comment est-ce qu'il faut se soigner au fond ? Alors, la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il est important d'être détecté, d'être dépisté, parce que ça donne lieu d'abord à un diagnostic de situation générale. On peut réagir et on peut protéger aussi les proches, ceux qui ont été en contact. Et ça, c'est quelque chose de très important. On donne aussi l'alerte par rapport à des mesures. Il faut suivre l'épidémie. Et si on n'est pas détecté, si on n'est pas compté parmi les malades, eh bien, à ce moment-là, les autorités sanitaires peuvent difficilement prendre les mesures qui s'imposent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si l'on est malade, il faut essayer d'avoir un accès, et c'est évidemment parfois difficile, à des structures de soins qui vont offrir une plateforme un peu sophistiquée. C'est l'oxygène qui fait la différence chez les cas graves. L'accès à l'oxygène et donc ce qu'on appelle les respirateurs, c'est ça Oui, exactement. Hein, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les cas sévères. Très bien. À Madagascar, on a beaucoup de questions de Madagascar, le chef de l'État avait personnellement plaidé pour une tisane, le Covid Organix, en prévention de cette maladie. On a une question à ce sujet. On écoute Aimé Andriamanan. Est-ce que c'est efficace, le Covid Organix ? Alors pour l'instant, on n'a aucune évidence, aucune preuve que ce soit efficace. Comme on ne l'a pas testé vraiment, on n'a aucune preuve que ça ne le soit pas non plus. On ne l'a pas testé dans des conditions scientifiques. On ne l'a pas testé dans des conditions scientifiques. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que l'on a quand même un discours par rapport au coronavirus, et qui est très large, je veux dire, ça dépasse largement Madagascar, qui est très souvent un discours qui fait fi, qui ne tient pas compte de la rationalité scientifique et qui se pose soit en croyance, on y croit ou on n'y croit pas, soit en instrumentalisation politique dans un certain nombre de pays. Et on l'a vu notamment aux États-Unis, par exemple, où certains produits sont instrumentalisés. C'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi ? Peut-être pas à cause du produit lui-même. À ma connaissance, les tisanes d'artémisimia ne sont pas dangereuses, ou alors à très très forte dose. Mais c'est dangereux parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Et qu'à ce moment-là, les mesures qui doivent être des mesures simples, comme la distance, le port du masque ou le lavage des mains... Elles sont efficaces ? Alors elles sont efficaces et on a tendance à les oublier parce qu'on se croit en sécurité. Ça devient dangereux à ce moment-là. Bon, on a eu une question, on va peut-être prendre une dernière question de téléspectateurs, toujours à Madagascar, sur la suite de l'épidémie. On écoute. Est-ce que l'épidémie prendra fin un jour? Car j'ai remarqué que les pays contaminés n'arrivent pas à s'en sortir. C'est notre cas aussi. Le coronavirus s'aggrave de jour en jour. Est-ce qu'on arrivera à le contrôler ou pas? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Et c'est très difficile à dire. Le scénario, ou un des scénarios les plus probables, c'est qu'à un moment donné, on arrivera à une protection de la population qui sera assez importante pour limiter la transmission et que l'on aura, et on espère évidemment avoir des moyens vaccinaux pour justement protéger la population. Ce qui veut dire que l'on contrôlera beaucoup mieux l'épidémie. Prendra-t-elle, comme la grippe d'ailleurs, un caractère saisonnier et qui tourne entre les hémisphères nord et sud en fonction des saisons? C'est difficile à dire, c'est une probabilité, mais ça c'est difficile à dire. En tout cas, ce que l'on peut dire dans l'histoire de l'humanité, c'est que toutes les épidémies ont à un moment donné été plus ou moins vaincues. Mais attention, si on regarde par exemple l'épidémie du sida, c'est maintenant depuis 1980 qu'elle est là et on ne peut pas dire réellement qu'elle soit sous contrôle. Non. Dernière question, docteur, les chiffres semblent repartir à la hausse, on le disait, sur le continent. Est-ce que vous avez quelques messages très simples finalement, en quelques mots? Oui, je pense qu'il est important de pouvoir offrir des tests, de pouvoir diagnostiquer les gens, de pouvoir suivre une fois de plus l'évolution de l'épidémie avec des systèmes de surveillance et des systèmes d'alerte. Enfin, je crois qu'il est très important justement de passer de l'information pour que les gens puissent s'approprier les mesures qu'ils doivent prendre, qu'ils les comprennent. Je pense que c'est beaucoup plus la compréhension et de la protection individuelle et de la protection collective qui amène finalement à une attitude qui va
freiner la transmission. Surveillance, alerte, gestes barrières, ce sont les 3 mots-clés pour combattre cette pandémie. Merci beaucoup, Dr Marc Gastelu-Etchegori, épidémiologiste, Merci à vous. Directeur adjoint de l'ONG Épicentre.